Salut l'équipe. Aujourd'hui, nous allons parler de séduction. Nous avons tous déjà, au cours de notre vie, rencontré une personne à qui nous voulions montrer que nous sommes différents des autres. C'est en partie sur ce principe que se base le concept de la séduction. On montre à notre cible que nous sortons du lot de toutes les autres personnes qu'elle a pu rencontrer dans sa vie. On use de différents stratagèmes, parfois même faits inconsciemment, dans l'objectif de lui montrer, de lui faire comprendre que si elle se met avec nous, ça sera totalement différent. Si certaines personnes ne voient pas du tout ce que je veux dire par là, eh bien qu'à cela ne tienne, car un jour ou l'autre dans notre vie, vous passerez aussi par cette étape-là. Entrons donc dans le vif du sujet. Deux chercheurs britanniques, du nom de Daniel Nettle et Thomas Paulet, ont réalisé une étude se basant sur les relations hommes-femmes. Les résultats qu'ils ont publiés en 2008 ont montré que plus les revenus d'un homme sont bas, moins il a de chances d'avoir d'enfants. On rajoute à cela les travaux interculturels du psychologue américain David Buss, qui montrent que les femmes seraient plus attirées par un partenaire plus âgé ayant de confortables ressources financières, tandis que les hommes, eux, sont davantage attirés par des femmes plus jeunes et par des relations, si possible, multiples. Charlotte Faury nous dit alors que tout se passerait comme si les motivations des hommes et des femmes différaient radicalement. Aujourd'hui, les objectifs égalitaires de la société paraissent parfois en contradiction avec ce type de divergence, raison supplémentaire pour les décrire, tant il suffit souvent de répondre à une question pour qu'elles cessent d'inquiéter. Les différences de comportement et de choix en matière de séduction entre hommes et femmes peuvent résulter d'influences liées à l'environnement, donc l'environnement social ou familial, et au patrimoine génétique. L'héritabilité des comportements et préférences, à savoir le fait qu'ils sont transmis des parents aux enfants, a été bien documentée. Une part de cette transmission est d'ordre génétique. On le montre en comparant les comportements, les traits de personnalité, les préférences ou les capacités cognitives de jumeaux monozygotes et dizygotes, mais également en étudiant des enfants adoptés et leurs parents biologiques. Nos comportements et préférences étant en partie héritables, ils peuvent évoluer selon les principes de la sélection naturelle. Ils modifient le nombre de descendants de ceux qui les expriment ou les chances de survie et de reproduction de ces descendants. Nous nous intéresserons ici aux facteurs génétiques. Prenons le cas d'un variant de gène qui permet aux individus d'avoir de meilleures chances de se reproduire, ou un plus grand nombre de descendants, ou encore des descendants ayant plus de chances de survivre. Étant donné que cet allèle sera transmis aux descendants, il deviendra au fil des générations de plus en plus fréquent dans la population. C'est de cette façon que des comportements nouveaux, s'ils sont héritables et s'ils procurent des avantages en termes de reproduction, se généralisent. Puis de nouveaux allèles apparaissent par des mutations qui se font au hasard, qui, s'ils sont favorables, se généralisent également. C'est ainsi que des organismes s'adaptent à leur environnement et qu'une population évolue. Les préférences en termes de choix d'un partenaire ont évolué d'une façon analogue. Ça améliore non pas la survie individuelle liée à l'alimentation, mais la reproduction et la survie des descendants. Le problème, c'est que les contraintes et les enjeux liés à la reproduction des hommes et des femmes diffèrent dans tous les groupes culturels connus. La différence principale tient à ce qu'un homme est en mesure d'avoir des dizaines de descendants en une seule année, alors qu'une femme ne peut en avoir qu'un seul, voire deux si elle a des jumeaux. Pour ce qui est de la survie des descendants, l'investissement maternel est indispensable, à l'inverse de l'investissement paternel. Dès lors, les comportements et les préférences sélectionnés pour les avantages reproductifs qu'ils confèrent diffèrent. C'est la source d'une grande partie des divergences comportementales entre hommes et femmes, notamment en ce qui concerne les préférences et les attentes dans une relation amoureuse. Inutile de préciser que ces préférences et ces comportements se font au niveau de l'inconscient. Les êtres humains aiment certains aliments et sont dégoûtés par d'autres sans être conscients que leur valeur nutritive a joué un rôle positif au cours de leur évolution. De même, ils sont attirés par certains partenaires potentiels et repoussés par d'autres, sans avoir conscience de la stratégie évolutionniste qui se cache derrière ces préférences. De nos jours, il existe beaucoup de preuves qui stipulent que dans l'espèce humaine, comme dans toutes les autres espèces animales, les différences génétiques entre mâles et femelles entraînent des différences moléculaires, cellulaires, physiologiques, cognitives et comportementales. Prenons un exemple. Un gène localisé sur le chromosome Y entraîne la synthèse de 7 fois plus de testostérone en moyenne chez les hommes que chez les femmes. Sauf que des récepteurs de cette molécule sont présents dans le cerveau, et lorsqu'ils sont activés par la testostérone, ils influent d'une part sur la construction du cerveau au cours du développement embryonnaire, mais aussi postnatal, et d'autre part sur le comportement par le biais des préférences, décisions, réactions, interactions sociales, préférences cognitives, et ce, à tout âge. Notons que les hommes ont été soumis depuis des millions d'années à une pression de sélection qui a favorisé l'attirance pour les femmes fertiles. Au-delà de toute considération morale, la stratégie gagnante pour un homme est de multiplier le nombre de ses relations avec différentes reproductrices efficaces. Partant de là, au cours de l'évolution biologique de l'espèce humaine, les hommes ont développé une préférence pour les femmes qui présentent des indices physiques de fertilité. Et la stratégie est efficace en termes de transmission des gènes,
puisque les hommes n'ayant pas de préférence pour les caractéristiques qui indiquent une bonne fertilité, laissent en moyenne moins de descendants que les hommes qui préfèrent les femmes dotées de ces caractéristiques. Quels sont donc ces signes de fertilité? Le premier est la jeunesse. La fertilité féminine atteint son maximum entre 20 et 30 ans, diminuant rapidement ensuite. En conséquence, en choisissant des femmes plus jeunes, les hommes augmentent le nombre de leurs descendants potentiels. De fait, il a été montré dans plus de 30 pays que les hommes, en moyenne, préfèrent avoir une partenaire plus jeune qu'eux. Ces données sont corroborées par la différence d'âge observée entre époux lors des mariages. On relève également d'autres signes de féminité qui sont également des signes de fécondité. C'est le cas de la courbe des reins, que les scientifiques appellent le rapport du tour de taille sur le tour de hanche, ou rapport taille-hanche. Ce paramètre, qui a fait l'objet de nombreuses études, caractérise la répartition du tissu adipeux entre le haut et le bas du corps. De nombreuses études ont pu relier la valeur de ce rapport à des indices de santé, aux concentrations relatives d'œstrogènes et de testostérone ou encore à l'âge, et montrer son influence sur la fertilité des femmes. Les résultats ont aussi montré que les femmes ayant un rapport taille-hanche supérieur à 0,85, donc taille large et hanche étroite, présentent de nombreux problèmes physiologiques et ont de plus grandes difficultés à avoir des enfants que les femmes ayant un rapport plus faible. D'autres études indiquent que l'indice de masse corporelle est le critère morphologique qui détermine le plus le pouvoir d'attraction du corps féminin. A l'inverse du rapport taille-hanche, dont l'optimum semble relativement stable, les préférences concernant l'indice de masse corporelle semblent dépendre de la population étudiée. Par exemple, si les hommes de certains pays préfèrent en moyenne des femmes ayant un faible indice de masse corporelle, dans d'autres, ils le préfèrent relativement plus élevé. Les auteurs de cette étude suggèrent que cette différence serait liée au fait qu'un fort indice de masse corporelle est associé à une bonne santé dans certaines populations et à une mauvaise santé en Europe. Le visage recèle également de nombreuses informations sur la fertilité. Le visage des hommes et des femmes se différencie à la puberté. Chez les garçons, la testostérone stimule la croissance de la mâchoire, des pommettes, de l'arcade sourcilière et de la pilosité sur le visage. Chez les filles, la croissance de ces traits est limitée par les œstrogènes. Ces traits sexuellement dimorphiques, différents entre hommes et femmes, signalent la maturité sexuelle et le potentiel reproducteur, et de nombreuses études ont montré que la féminité du visage augmente le pouvoir de séduction d'une femme. En plus de cela, les femmes ont en moyenne une peau plus claire que les hommes, et les grossesses successives assombrissent la peau. Les hommes pourraient donc utiliser le teint comme un indice de fécondité. La couleur de la peau participe aussi à la santé apparente. Une étude montre que l'augmentation du rouge, du jaune et de la luminosité sur des photographies de visage augmente l'impression de santé. Le contraste entre les lèvres et la peau est plus fort chez les femmes que chez les hommes. Certaines femmes utilisent d'ailleurs le maquillage pour augmenter ce contraste. Comme de nombreux traits, les cordes vocales subissent aussi des changements importants à la puberté, sous l'influence des hormones sexuelles. De ce fait, la hauteur de la voix est utilisée par les hommes comme un indice de la concentration sanguine d'œstrogènes et donc de la fertilité d'une femme. De nombreuses études ont montré que les hommes préfèrent les voix de femmes ayant une fréquence fondamentalement élevée, correspondant à un ton de voix plus haut. Certains signes physiques trahissent l'état de fertilité de la femme au cours de son cycle et exercent un fort attrait sur le désir des hommes. La symétrie du visage et du corps augmente au moment de l'ovulation, et une étude a montré que les hommes jugent l'odeur d'une femme en période d'ovulation plus agréable et plus attirante que celle de la même femme en période de non-fertilité. Les conséquences sont aisément mesurables et ont inspiré différentes expériences. Ainsi, les pourboires reçus par les stripteaseuses sont plus importants quand elles sont dans la phase fertile de leur cycle. De même, l'attractivité de la voix augmente au moment de l'ovulation. Grâce à ces indices, les femmes sont jugées plus attirantes par les hommes au moment où elles sont le plus fertiles. Étant donné qu'elles peuvent avoir moins d'enfants que les hommes et que cela leur coûte plus de temps et d'énergie, les femmes sont attentives à tout ce qui peut améliorer la survie et la fécondité de leurs enfants. D'un point de vue évolutif, le partenaire idéal pour une femme a deux qualités principales. Si on compare aux primates, le nouveau-né humain est particulièrement dépendant de l'investissement postnatal qui est nécessaire à la fois au développement physiologique de l'enfant, mais également à son développement psychologique et cognitif. Sauf que dans l'espèce humaine, le père participe aussi à cet investissement postnatal. Cette capacité d'investissement, qui dépend notamment du statut social, est une qualité essentielle du partenaire et sera naturellement recherchée par les femmes. La question que l'on se pose est comment se signale le statut social chez un homme. Le rang de la dominance au sein d'un groupe hiérarchisé, le prestige lié à une activité socialement reconnue, que ce soit la musique, la politique, le sport ou quoi que ce soit d'autre, ou les ressources financières et économiques sont de tels indicateurs. Dans les espèces animales de structure sociale hiérarchisée, le statut social des mâles a un impact sur le nombre et la qualité de leurs partenaires sexuels, et détermine en partie le nombre de leurs descendants. Dans l'espèce humaine aussi, les femmes choisissent préférentiellement des hommes de statut élevé,
et la proportion d'hommes sans enfants est plus élevée parmi les hommes de faible statut socio-économique. Préférer un partenaire de statut social élevé ne constitue pas en soi une stratégie de reproduction efficace. Les hommes qui disposent de ressources importantes peuvent choisir de multiplier le nombre de leurs partenaires plutôt que de choisir une seule femme et ses enfants. Les caractéristiques comportementales et la personnalité des hommes sont pour cette raison des considérations importantes lors du choix d'un partenaire sur le long terme. De telles caractéristiques livrent des informations sur la capacité et la volonté d'un homme de s'investir sur le long terme auprès d'une femme et de ses enfants. Ainsi, en plus de la dominance sociale, les femmes ont tendance à accorder plus d'importance que les hommes à la stabilité affective et à l'intérêt d'un homme pour la famille. Le physique compte également beaucoup pour les femmes, même si des recherches dans près de 40 cultures sur tous les continents ont montré que le statut social compte plus encore. La préférence pour un partenaire physiquement attirant a aussi un fondement biologique. Non seulement les hommes beaux ont plus de chances d'avoir des enfants qui seront attirants et donc recherchés en tant que partenaires à l'âge adulte, mais ces hommes et leurs enfants ont aussi plus de chances d'être en meilleure santé. En d'autres termes, les attributs physiques attirants chez un homme sont des indicateurs de sa santé physique et génétique. Les femmes préfèrent, en général bien sûr, les hommes légèrement plus grands que la moyenne, avec un corps athlétique et symétrique et un rapport taille-hanche d'environ 0,9 et des épaules légèrement plus larges que les hanches. Ces caractéristiques physiques sont liées à la variabilité génétique, à l'absence d'infections durant le développement et à la santé physique. Les hommes attrayants physiquement, dotés notamment d'un visage symétrique, se repèrent aussi à l'odeur. Ainsi, les femmes trouvent plus attirants les odeurs d'hommes ayant un visage symétrique que les odeurs d'hommes moins symétriques, mais uniquement pendant la période fertile du cycle. D'autres études montrent que les femmes préfèrent les hommes ayant des traits du visage typiquement masculins, par exemple une mâchoire saillante, pendant la période d'ovulation et les hommes avec des traits moins masculins le reste du temps. Comme on l'a vu, l'odeur, la symétrie et la masculinité du visage sont des indices indirects de la qualité génétique d'un homme. Les relations extra-conjugales avec un homme physiquement attirant au moment de la phase fertile du cycle seraient donc un moyen de doter des descendants de meilleurs gènes. Comme le montrent ces données, les hommes et les femmes semblent poursuivre des objectifs différents dans la séduction. L'attirance pour la jeunesse, la beauté et les conquêtes multiples semblent prévaloir pour les hommes. La recherche de statut et de ressources matérielles paraît plus importante pour les femmes. Néanmoins, certaines personnes affirment que ces différences n'existent pas. Ce déni a notamment un certain succès en France, où de nombreux psychologues ou sociologues contestent, voire rejettent l'analyse évolutionniste des comportements humains en général et des comportements sexuels et amoureux en particulier, ou du moins soutiennent que les influences sociales sont largement prédominantes. Je tiens à rappeler, à l'instar de Charlotte Foury, que l'approche évolutionniste des différences entre hommes et femmes et des relations amoureuses a pour objectif la compréhension et l'explication de ces phénomènes et ne vise en aucun cas à fonder d'éventuelles discriminations. Il faut faire preuve de pédagogie et expliquer que les approches évolutionnistes des rapports de séduction et de reproduction mettent au jour des lois statistiques et non des règles qui s'appliquent à chaque individu. Autrement dit, si la règle statistique veut que la femme cherche en moyenne des hommes plus âgés et gagnant bien leur vie, cela ne constitue en rien une loi déterministe qui empêcherait une femme d'aimer un homme de condition modeste. Connaître l'existence des pressions sélectives qui ont façonné l'évolution de notre espèce nous offre des hypothèses qu'il convient de tester pour mieux comprendre les comportements de nos semblables. Merci à vous.